Bonjour Tatiana. Bonjour Philippe. Bon, écoute, c'est la revue de presse hebdomadaire de Tatiana. Donc, Tatiana, sa chaîne Tatlarus. Allez-y, parce qu'elle demande des abonnés, vraiment. Là, il lui en faut au moins 200. Minimum de 200, n'est-ce pas, Tat? Ah ouais, 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 ouais. Parce Bon, que depuis un an, on va dire, je suis bénévole dans l'information. Donc, si j'ai, on va dire, quelques petits 200 abonnés de plus, je pourrais peut-être gagner 30 euros par mois. Chiffres qui pourront peut-être me motiver dans ce sens. Voilà. voilà, exactement. Alors, que nous ont dit les médias russes cette semaine? Encore une fois, les médias russes, ils disent beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce que je choisis, on va dire, dans les médias russes pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, là, le bâtiment que vous voyez derrière, c'est l'ambassade américaine à Moscou. Et on est en train de démonter toute l'installation qui renvoie justement à l'opération spéciale donc, qui se passe en Ukraine, à Donbass. Donc maintenant, en signe de, on va dire, de certains réchauffements entre les deux pays, on enlève cette installation grandiose qui était mise juste devant les fenêtres de l'ambassade américaine. Et Voilà. qu'est-ce qu'elle disait, cette installation grandiose? Et qu'on a raison et que vous avez tort. En gros, c'est un peu ça. Avec tous les ensignes, on va dire, les drapeaux, toute la propagande russe, on va dire, pro-opération spéciale. Donc, ça leur rappelait tous les jours que les mecs, vous êtes personnellement responsables dans toute cette affaire. Voilà. Aujourd'hui, on l'enlève, peut-être en signe de, on va dire, de réchauffement ou de déculpabilisation américaine. Voilà. En même temps, on se rappelle toujours qui c'est quand même été à la base de cette affaire. Mais bon, il y a des changements dans l'air. Voilà. Bon, bah et l'ambassade de France n'avait pas ce genre de À décoration. l'ambassade de France, ah non, mais c'est un bunker, hein. Je veux dire, il y a à peu près 30 ans, c'était formidable. Donc, il y avait un joli petit grillage, on va dire, ouvert. On voyait ce qui était derrière. Et c'était, on va dire, comment dire, entre l'ambassade française et les Russes, il y avait un échange, en tout cas visuel. Vous voyez, on voyait les bâtiments qui étaient dedans, vous voyez. Donc, c'était d'ailleurs très joli. Aujourd'hui, l'ambassade, elle est, il y a un mur énorme avec un grillage, je veux dire, autour bien forcé. Je veux dire, là, c'est devenu mais une zone plus que protégée. Tu dis, je sais pas de qui ou qui on protège là-dedans, mais non, 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 c'est impossible. En revanche, effectivement, la dernière fois où j'étais à Moscou, j'ai vu des photos qui renvoyaient donc un régiment en Normandie-Yémen, qui était donc justement sur ce mur énorme avec le grillage autour. Donc, on a mis ces photos-là pour rappeler quand même on ne sait pas encore une fois à qui, que finalement la France et les Russes, ils étaient, on va dire, ensemble il y a quelques années et que c'était super bien. Voilà. Mais à propos de l'ambassade de France, j'ai vu que les Russes avaient envoyé des soldats de plomb à l'ambassadeur de France. Emmanuel Macron, notamment, est la cible de toutes les critiques. Il est régulièrement tourné en dérision. Il est décrit comme un coq arrogant qui veut faire l'intéressant. C'est les mots qui sont employés. Souvent aussi décrit comme un petit Napoléon. Et cette anecdote dont vous parliez est très éclairante. Il y a une dizaine de jours, je crois, que la garde nationale russe a apporté donc un colis à l'ambassade de France. Et à l'intérieur de ce colis, vous aviez des petites figurines, des petits soldats, des petites voitures avec ce message: voici pour Emmanuel Macron pour apprendre à jouer à la guerre et à se débarrasser de son complexe de Napoléon. Alors, encore un présentateur de la télévision, toujours russe. Voilà. Bah oui. Et il est beau, hein. Ils sont toujours debout, presque toujours debout, les présentateurs russes. J'ai remarqué ça. Ah, Ah, mais je le connais. voilà. Là, donc, on a notre petit Macron national démocratiquement élu, là, qui est en train de donc vendre son projet de survie. Là. Il n'a pas précisé si, une fois qu'il y a une explosion nucléaire, donc il faut fermer les portes et les fenêtres, mais il n'a pas dit que si quelqu'un sonne à la porte et vous attendez un accent russe, il faut surtout pas ouvrir la porte parce que là, non, mais, oui, on en parle, ça va de soi, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous menace en disant qu'on est très fort avec notre petite bombe, forcément on en parle. Bon, écoutez, je ne veux pas dire qu'on le prend pas au sérieux, mais bon, c'est un peu en dérision, surtout dans cette même vidéo, on dit, vous vous rendez compte, c'est quand même le pays qui possède une arme nucléaire
qui conseille à ses concitoyens de fermer les portes et les fenêtres au tas de cette attaque. Donc, on lui dit là, tu dis non, ben, est-ce qu'ils ont au moins pensé d'avoir de l'iode enrichi qu'ils distribuent à la population? Parce que là, tu dis non, mais c'est complètement inconséquent et inconscient. Voilà. Euh, c'est un peu de, oui, c'est, vous voyez, regardez derrière, on a des fenêtres bien fermées parce que, ah, ben, s'il y a une attaque, il faut tout fermer, voilà. C'est pas très sérieux, tout ça. C'est pas très sérieux. On est ridiculisé devant le monde entier et, surtout, ils s'y croient. Ouais, Voilà. ouais. Et en médias ukrainiens, donc j'ai vu Monsieur Zelensky donc devant la conférence de presse de prendre son téléphone et de dire Emmanuel, attends, je te rappelle, etc. Donc pour montrer bien que et là, je veux dire, ligne directe Les comme copains, ça, quoi. moment avec Monsieur Macron. Voilà. Les meilleurs C'est copains. triste. Ouais. La dernière fois, on a fini sur la semaine de mode à Moscou qui démarrait. Donc là, on a fini la semaine de mode. Là, on parle de petits sacs en disant que ce genre de choses aujourd'hui ne fonctionne absolument plus. Aujourd'hui, donc il y a un grand retour vers la mode purement russe. Oui. Voilà, donc c'est la fin de la semaine. Et ce qui est intéressant, ce que les Russes aujourd'hui disent qu'il y a encore 3-4 ans, d'acheter Made in Russie était en gare. Aujourd'hui, des grandes stars mettent en avant le fait qu'ils achètent Made in Russe et que c'est devenu le grand style, le grand chic. Voilà. J'ai surtout regardé des vêtements et c'est vrai que, en tout cas, à la fin, l'influence russe, pas mal était mis en avant avec ces grandes robes un peu larges. Enfin, en tout cas, ce qu'ils disent, les personnes ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu chic d'acheter Made in Russie. Voilà. Ah Après, oui. voilà, donc on est à la fin de la semaine de la mode, comment dire, la vie continue. Là, on est en Crimée. Voilà, je te dis qu'on a fêté le 11 ans, le 17 mars, non, le 16 mars, on a fêté le 11 ans de réunification de Crimée à la Russie. D'accord. Et donc, c'était un grand événement qui était fêté en grand pompe. Voilà. Et Monsieur Poutine ne s'est pas déplacé. Non, Monsieur Poutine, il était occupé avec des Américains qui l'attendaient dans les salles. Alors, Tatiana, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est les journalistes qui viennent visiter Sudja après la libération de la ville. Donc, on découvre comment les habitants vivaient pendant cette période-là. Et c'est très intéressant parce qu'on a trouvé un corps d'une vieille dame de 77 ans. Et cette dame, donc, elle a écrit pendant plusieurs mois, elle a écrit tous les jours un journal. Ce journal était à côté d'elle. Et c'est absolument, c'est le journal que la personne tient dans ses mains. Et c'est absolument, c'est très émouvant. Elle décrit tous les jours le fait qu'elle avait rien à manger pendant plusieurs jours, le fait qu'il faisait extrêmement froid, qu'elle dormait sous le lit parce qu'elle s'est cachée. Un jour, il y a des militaires qui sont arrivés et qui l'ont pris pour une morte. Ils ont vu qu'il a bougé quand même, donc ils ont dit tiens, ben voilà, on te donne une boîte de conserve, tu as de quoi manger. Mais elle disait que aussi, il y avait deux tirs de soldats, les soldats âgés, donc de notre génération, on va dire, qui se rappelaient encore que les Russes et les Ukrainiens pour vivre en paix étaient extrêmement humains. En revanche, des petits jeunes étaient absolument odieux, quoi. Voilà. Cette dame, elle a vécu pendant plusieurs mois dans cette maison froide, à 6 degrés parfois, sans manger pendant plus de 10 jours. Elle a écrit ça. Et Elle a c'était été tuée? Elle a été... elle est morte de faim. Voilà. Elle est morte toute seule. Et il y a quelque chose de très émouvant. Elle a écrit donc plusieurs fois. Elle a s'adressé à sa fille. Elle a regretté beaucoup qu'il n'est pas parti avec eux, qu'il a souhaité rester. Elle n'a pas pu partir par la suite. Et elle dit que si je meurs et si par la suite vous trouvez de moi ne serait-ce qu'un tout petit bout d'os, enterrez-moi, faites-moi une sépulture. Et, faites-moi, s'il vous plaît, une sépulture. À plusieurs fois, elle a écrit ça dans ce journal. Tu m'as posé la question disant que c'était curieux qu'elle a insisté énormément sur ce fait, mais je te dis qu'il y avait peut-être la foi, mais je pense par la suite que c'est surtout la solitude. C'est le fait de dire que je ne serai pas seule par la suite. Elle voulait être enterrée dans le même tombeau que sa sœur. Et je pense que la solitude qu'a vécue cette dame, âgée de 77 ans, dans le froid, sans manger, sans voir qui que ce soit, en se cachant sous le lit,
Ce journal, pour elle, c'était le seul moyen qu'elle avait de s'imaginer qu'elle est en train de parler effectivement à ses proches, notamment à sa fille. Il se demande à plusieurs reprises, s'il vous plaît, si vous trouvez ne serait-ce que un tout petit bout d'os, comme on dit, coste, quoi. Faites-moi une sépulture, enterrez-moi, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de Russes massacrés comme ça. Oui, Enfin, oui, 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 non? oui. Surtout dans l'église, on a trouvé beaucoup de retraités avec justement des doigts coupés, mais avec une coupure au cicateur bien nette. Il y a des femmes qu'on a donc sorti des jeunes femmes qui parlent de viols à répétition, qu'ils ont vécu un énorme cauchemar. Il y a des gens qui étaient enterrés au même du jardin parce que enfin, il y a les gens ont vécu vraiment un cauchemar. Et ces gens-là, justement, ils disent qu'il y avait deux genres de population, enfin deux genres de soldats. Comme je dis, il y avait des soldats qui étaient plutôt humains, des gens âgés, mais les autres, ils se comportaient d'une façon mais plus qu'odieuse. Voilà. Et il virait des gens, donc des maisons, parce qu'il disait que les Russes ne tiraient pas sur les maisons civiles, donc il installait les soldats. Les gens étaient virés dans les hangars. Il y avait donc ceux qui avaient quelques bêtes, enfin, ils pourraient survivre, mais voilà, ils disent qu'il faut absolument, absolument que les médias étrangers en parlent aussi, parce qu'il y a un silence total, je veux dire total, total de ce qui se passe là-bas. Ben justement, je parlais dernièrement de, de l'organisation qui ressemble à tous les preuves de crimes de guerre, qui Mhm. ont déposé le dossier qui était accepté et reconnu comme tel, donc à la justice internationale de tous les crimes de guerre qui étaient connus. Et les choses qui étaient racontées pendant cette conférence de presse est absolument horrible. C'est là où je suis. Par exemple, les militaires qui viennent de Lugansk et Donetsk, c'est ceux qui sont les plus maltraités par les Ukrainiens parce qu'ils sont Оттуда traités просто никогда не выйдет. То есть они, как правило, de рядом находятся séparatistes. какие-то тайные захоронения, куда люди, которые не вынесли этих пыток, они просто там захораниваются. Voilà. И Comme сколько disent бы les не было gens qui штурмировано n'ont в то pas время, когда мы survécu придем на эти территории, одного un mauvais убежища traitement мы никогда не найдем. étaient Сейчас enterrés люди ou même le sol убивают за et какие-то on вещи, déterre связанные les с военной cadavres, on trouve информацией, применяют de mauvais запрещенные traitements de ces методы cadavres, c'est и absolument horrible. откровенная Et c'était une conférence de presse. De l'organisation justement qui pose donc qui atteste, qui témoigne, qui ressemble les dossiers de crimes de Les guerre crimes de guerre. le font et les мобильного attestations телефона, потом absolument начинается horribles. шантаж Alors la гражданам. presse internationale, Il y a enfin, aussi la voilà, presse il parle aussi occidentale de n'a pas chantage. repris, hein. Les Материал chantages, c'est семьям, donc quand on близким, arrête друзьям случая. les prisonniers russes, donc avec les téléphones souvent, on contacte la famille avec les images de leurs proches, donc ils sont en train d'être martyrisés, en disant voilà, si vous ne livrez pas telle somme d'argent sur tel compte, donc votre mari ou votre fils, donc voilà ce qu'on va lui faire. Donc c'est du chantage qui est énormément pratiqué justement par des soldats ukrainiens. Donc il y a plusieurs attestations et de témoignages là-dessus. Et une fois que les familles donnent de l'argent, on peut aussi les obliger de commettre des petits attentats et des actes contre la nation russe en échange de vie de leurs soldats, de leur nombre de familles prisonniers. D'accord. Avant que les soldats russes arrivent à devenir entre guillemets, officiellement reconnus en tant que prisonniers, ils subissent énormément, énormément, comment dire, de mauvais traitements. Donc, il y a des témoignages qui étaient assemblés avec toutes les preuves à la clé, pas comme à Boutcha. Donc, juste, on dit qu'ils ont fait ça, on a pris des photos, on n'a jamais présenté de preuves. Là, il y a des réels dossiers avec donc des preuves qui sont irréfutables de ces mauvais traitements. Et c'est vrai, ces témoignages-là, je les ai écoutés et enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Moi. Et les gens, quand ils ont dépassé cette ligne rouge, je parle déjà pas des gens qui ont subi les mauvais traitements, mais les gens qui les ont appliqués. Voilà. Et ces traitements étaient là à partir de 2014. Donc, il y avait déjà des dossiers qui étaient joints justement aux accords de Minsk. Donc, de dire que l'Occident ne savait pas ce qui se passe, c'est pas possible. Parce que je dis, il y avait tous ces témoignages avec les preuves à la clé de traitements, de mauvais traitements que les gens, les populations, donc Donetsk et Lugansk, ont subi pendant toutes ces années-là. Mhm. Donc, on dit que d'une question médiatique, elle est extrêmement importante, qu'on en parle, qu'on sache et qu'on ne l'oublie jamais. Voilà. D'accord. Et c'est pas évident en Occident Bah, d'avoir cette information. Tatiana, c'est jamais évident en temps de guerre. Euh, Non, chaque pays, chaque côté a sa vision, si je puis dire. C'est ça le problème. mais là, cette vision-là, elle est assez dramatique. Ben oui.
Elle est toujours dramatique. Il y avait des soubisses physiques qui étaient absolument, enfin, horribles. Les gens ne s'imaginent même pas que ce genre de sévices peuvent être pratiqués par des êtres humains, quoi. On dit, on atteint des horreurs, voilà. Et là, on est en train de voir pour changer aussi le nouveau projet d'une nouvelle station de métro. Voilà, le Ah Moscou ouais. métro qui est absolument, enfin, splendide et il continue à s'agrandir tout le temps. Et donc, ce nouveau projet d'une prochaine station, voilà, c'est pour changer un peu, pour ne pas parler trop d'horreur. Voilà, c'est un projet d'une nouvelle station qui va donc être ouvert bientôt. Alors, les métros russes, il a une grande particularité, c'est la hauteur des plafonds. Ça m'a toujours surpris. Ça m'a toujours surpris en France de voir, à Paris en tout cas, les métros extrêmement bas de plafond. En Russie, c'est vraiment, t'as pas un sentiment de claustrophobie. Voilà. Donc, même Et dans là, donc, c'est un métro qui est en c'est la train de... construction d'une nouvelle ligne, de nouvelles stations. Voilà. Donc, on montre non seulement le projet de la station, mais aussi la construction donc de métro en question. Le métro Parce russe, qu'il faut rappeler que Moscou, c'est une ville absolument énorme. c'est énorme. Et le métro, parfois, avance, le métro avance à parfois 100 km/h. Ça va extrêmement vite. Il y a des Ah bon? distances qui sont, oui, oui, oui. Il y a des distances entre les stations. Ils sont assez grandes, mais ça avance. Mais alors, vraiment, parfois, tu es dans le métro et tu vois juste un fond blanc presque derrière les vitres et tellement ça va vite. Je dis, tu ne peux distinguer rien du tout. Normalement, en moyenne, c'est 70 km/h, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 5 km/h. Donc, ça va hyper vite, hein. Voilà. Donc, ici, c'était un reportage sur des personnes qui interviennent sur le front. C'est les chirurgiens qui disent que, voilà, les opérations qu'ils ont souvent, donc là, en question, on parle d'une opération au cœur ouvert qui était donc pratiquée directement, sur les champs de bataille, en disant que parfois, ça peut ne pas être une opération extrêmement, on va dire, complexe, mais parfois l'urgence et l'urgence de la situation pour sauver les hommes fait que ils sont obligés de prendre les décisions rapides et opérer parfois dans des situations Inconfortable. assez, dire, voilà, assez complexes. Donc, c'est un témoignage des médecins qui travaillent sur le front de la guerre. Les Croix-Rouges, oui, comment dire, il y a énormément d'associations bénévoles qui viennent justement, déjà, quand tu récupères des civils, par exemple, à Soudja, ces civils récupérés, il faut leur trouver un logement, il faut leur trouver des vêtements, il faut leur trouver des choses, il faut leur permettre de vivre. Et là-dessus, effectivement, il y a énormément d'associations de bénévoles russes qui sont sous le front. Justement, on a parlé la dernière fois des fondations, justement, avec donc, l'image qu'on a eue avec M. Poutine. Donc, tous ces genres de fondations, tous ces genres d'associations bénévoles viennent justement en aide à personnes qu'on récupère. Et aussi, les soldats qui viennent au premier lieu, donc à Soudja, par exemple, ils disent que la première chose qu'ils sont obligés, on va dire, subir, entre guillemets, c'est l'écoute. On dit, on est presque obligé d'être psychologue parce que la première chose que les gens ont besoin de faire quand ils voient les soldats russes, c'est de leur parler. On dit ça nous prend beaucoup de temps, mais il faut qu'on soit là, patient, à les écouter parce que pendant plusieurs mois, ils ont accumulé énormément d'informations. Ils ont besoin de la sortir. Donc, on dit notre premier lieu, c'est d'écouter, après de les ressembler et après de les évacuer. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent toujours pas partir parce qu'ils ont des animaux, ils ont donc une ferme et ils disent non, on a besoin de rester, même si c'est difficile. Donc, ils sont confrontés aujourd'hui à un traitement de cette population-là et dans ce cadre-là, les bénévoles, ils jouent, comment dire, ils sont extrêmement actifs et c'est un grand secours. Voilà. Parce il faut gérer toute cette population-là aussi d'un point de vue, on va dire, psychologique. Et c'est pas évident parce que les gens, ils ont vraiment vécu les horreurs. Voilà. Évidemment. Les Français qui sont très, on va dire, pour la guerre, à un moment donné, ils savent ce que c'est comme guerre parce que Je sais pas si les Français, je sais pas les, si les Français sont tellement pro-guerre. Je crois pas. C'est quelques têtes, mais la russophobie en France est quand même extrêmement profonde. Et ça, je l'ai vu quotidiennement. Et ça, j'avais tu le ressens vraiment ou alors, vraiment, ou alors vraiment. c'est une atmosphère seulement. Non. Peut-être. Je le ressens vraiment avec des gens avec qui je discute. C'est, comment dire, un silence très poli et les gens deviennent tout de suite extrêmement pressés. Non, mais non, c'est, le malaise par rapport au fait que je suis russe, elle est vraiment très prégnante. C'est,
Donc, attends, ça fait quand même depuis des années et des années et des années, par des petites gouttes à gouttes comme ça, on rentre dans les têtes des Français que la Russie, c'est des grands méchants extrêmement, je veux dire, violents qui ne pensent qu'à Pendant venir. longtemps, pas vraiment longtemps, 3 ans, quoi. Non, 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 non. J'en parle de ça depuis des années, depuis 2007, dans les séries, dans les informations, dans les documentaires, dans les petites remarques comme ça, c'est constant, constant, constant. Moi, je l'ai vu que, enfin, je dirais que je l'ai vu que dès le début, mais depuis 2007, vraiment, ça a renforcé. Depuis que M. Poutine a donc décidé de dire un peu, comment dire, toute la vérité à l'Occident, à Munich, depuis ça, il est devenu le dictateur sanguinaire extrêmement, je veux dire, la personne à battre. Depuis ce temps-là, je veux dire, on nous prépare, on nous prépare, on nous prépare. Ça se remarque pas parce que je veux dire, c'est très insidieux, mais moi, je l'ai vu parce que je veux dire, parce que je suis russe, donc je l'ai bien subi Je ressens, oui. dans toutes ces années-là. Mm. C'est pas nouveau, c'est pas juste les 3 dernières années. Je veux dire, l'idée que le Russe est des méchants et que Poutine c'est un dictateur sanguinaire et ça peut pas être autrement, ça nous est bien rentré dans les têtes depuis plusieurs années. Donc c'est extrêmement difficile d'enlever. Voilà. Eh bien, Tatiana, merci pour cette revue de presse hebdomadaire, je le souligne. Alors, toi, tu le diffuses le samedi? Oui, oui, si, oui, a priori, Moi, oui. ce sera le dimanche. Ça, c'est Voilà. tout. Voilà. D'accord. Merci Et beaucoup à je te remercie beaucoup. Et puis, abonnez-vous à sa chaîne, enfin. toi. Pitié. Enfin, si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave. Ça fait 1 an que je travaille, je veux dire, continuer à le faire pareil. Au premier lieu, comme je dis, je l'ai fait pour moi parce que j'ai l'information dans ma tête, elle explose tellement que j'ai besoin de la sortir. Donc, même si vous vous abonnez pas, ça changera rien, je continuerai. Voilà. Allez, à très bientôt, Tatiana. Au revoir. Merci.